Vous êtes encore avec un peu d'énergie ou pas en cette fin de journée? Ça tombe bien, aidez-nous. Blague à part, on va prendre vos idées aujourd'hui, on va essayer de vous faire bosser un petit peu et on y consacrera le temps qu'on voudra. Donc on peut faire un atelier relativement court, mais voilà, on va vous présenter, Étienne et moi, une initiative qu'on a eue il n'y a pas si longtemps pour créer ce collectif-là qu'on appelle D'Essence. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Et la façon dont on le décrit, c'est un groupement d'entreprises françaises du numérique qui se font confiance pour bâtir des communs utiles, souverains, éthiques et responsables. Donc tout à l'heure, Étienne t'a présenté la façon de collaborer avec ta chaîne de valeur, de l'amont à l'aval. Et là, on est des entreprises potentiellement en compétition, on est potentiellement concurrents. Et pourtant, on a décidé de s'associer et de faire une coopération assez renforcée. C'est ça qu'on va vous présenter. Donc en gros, on n'a pas beaucoup de slides là pour vous présenter ce qu'on essaye de mettre en place. Et après, on a des questions pour vous, en fait, pour nous aider à le faire bien, à le faire mieux, à le faire plus vite, etc. etc. Donc on sera preneur des idées de la salle si vous en avez l'énergie et l'envie, ce qu'on espère. D'essence, ça vient des initiales de ces 5 boîtes qu'on représente. Donc on est 2 sur 5 à les représenter. Donc Étienne représente Constellation, vous le savez bien. Je représente Equimetrix. Non, c'est toujours là. On a une autre personne qui s'appelle Bertrand Bailly qui représente Davidson Consulting. Norcis est représenté par Thomas Brezard et Karl Azouri pour Zenica. Un des fondements de ce groupement-là, et on y reviendra après sur la recette, c'est que ce sont des gens de confiance, c'est-à-dire qu'on se fait confiance entre nous, et on va vous donner un petit peu la façon dont ça s'est passé juste après. Voilà. On représente à peu près un collectif qui représente 6000 salariés, voire un peu plus. Voilà, donc on n'est pas tout petit, on n'est pas très gros non plus. Ce qui représente, donc on a nos 5 équipes de R&D en Ride-Tech, parce qu'on s'est mis en mouvement chacun, tous ensemble, avant même cette association-là. Ça fait des dizaines de personnes qui sont fédérées sur le sujet de la Ride-Tech. On va voir après comment est-ce qu'on les met en mouvement encore plus. Et on a d'ores et déjà, plutôt chacun dans sa ligne de nage pour le moment, créé des communs numériques. Et ça, c'était un marqueur d'engagement qui était important pour nous. Non, peut-être juste pour préciser que Davidson Consulting, qui est représenté par Bertrand Bailly, a fait aussi la CEC. Donc c'est aussi un camarade de promo, puisqu'on s'est rencontré avec Laurent à la première CEC, donc il y a 3 ans. Et donc, quand on est passé par le bain de la CEC, ça doit à un moment réfléchir plus vite au cerveau, mais ça nous amène à collaborer différemment. Et justement, dans les ingrédients de notre coopération-là, en fait, la CEC, comme vient de le dire Étienne, c'était il y a quelques temps pour nous. On aurait pu se dire, on aurait pu enchaîner directement la CEC en se disant, faisons ce groupement-là et voyons ce que ça donne. Et en fait, on s'est aperçu qu'on a cheminé un peu chacun de notre côté, on a créé des choses chacun. Et il y a un moment où on s'est dit, tiens, on est peut-être mûr là pour se causer un tout petit peu plus avant et d'envisager des modes de fonctionnement différents. On a eu besoin de cette phase en tout cas moi, j'ai eu besoin de cette phase de maturation. Et donc là, on considère aujourd'hui que cette réflexion-là est mûrie suffisamment pour se lancer. Ensuite, autre ingrédient, c'est l'engagement. Vous allez voir dans le slide d'après ce qu'on fait chacun des 5 boîtes qu'on a fédérées dans D'Essence. Et donc, sont des acteurs qui ont démontré la sincérité et, entre guillemets, la durabilité, au sens de la durée, de leur engagement. Voilà, donc on est tous les 5, on a fait des choses tous les 5, chacun de notre côté, avant de se causer. Oui, je rajoute sur ce thème-là que créer un événement ou marketer des produits ou faire une plaquette dans laquelle on décline des engagements RSE, c'est assez facile. Créer une étincelle, c'est facile. Entretenir sur le long terme ou le moyen terme, ça l'est évidemment beaucoup plus difficile. Et je rajouterais
avec en plus un contexte économique qui est quand même pas très favorable, y compris pour les boîtes de la tech, le fait de continuer à garder ce cap-là et à ne pas s'en détourner, c'est un indice de confiance très élevé. Parce que malgré les vents contraires, voilà, les 5 acteurs qu'on représente ont continué à travailler dans le même sens et à ne pas se désengager, et à ne pas se renier quelque part des engagements qui ont été pris. Donc ça fait partie aussi de la maturation, parce que quand tout va bien et quand le bit DA est au beau fixe, il n'y a pas de question à se poser, on peut facilement prendre des engagements. Quand c'est un peu en retournement, c'est plus difficile. Et je reviens sur la notion de confiance là. Donc nous, on s'est très bien connus à la CEC. Et en fait, aujourd'hui, quand on discute des choses qu'on peut faire, il faut que je puisse partager mon prix de vente, il faut que je puisse partager ma rentabilité, il faut que je puisse partager les difficultés que j'ai avec des clients, il faut que j'ai ce niveau d'ouverture des livres, de mes comptes, de tout, avec des personnes du groupement. Et en fait, je ne l'aurais pas fait avec n'importe qui du tout. Et je pense que c'est une évidence. Et ça pour moi, c'est ce qu'on fait avec Décence. Je ne l'ai pas vraiment vu encore, d'avoir un tel niveau de confiance et de partage. Donc, c'est un ingrédient qui me semble être le fondement le plus important de ce qu'on cherche à faire là. Je mets de bonne taille là. On n'est pas trop petit, vous avez vu, on est 6000 salariés et on n'est pas trop nombreux non plus. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert pour plus tard avoir d'autres collaborations et on pourra en parler dans la partie atelier. Mais grosso modo, on s'est quand même dit qu'il faut qu'on ait une certaine agilité. On voit bien, même 5, c'est même déjà un effort entre guillemets de s'aligner, toujours, bien entendu. Encore plus nombreux, on verra plus tard, quoi. On verra plus tard. Mais on s'est dit, soyons pas trop nombreux, soyons quand même assez gros pour avoir du poids, des moyens. Voilà, on est tous des boîtes qui sont au minimum de quelques centaines de salariés. Donc on a chacun des moyens individuellement qui, évidemment, mis en commun, ont un effet décuplé. Donc là, la bonne taille, c'était aussi, je pense, un ingrédient important de cette coopération-là. On est complémentaires et concurrents, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes spécialités, donc on a aussi la vocation à représenter un peu tous les métiers de la chaîne de valeur du numérique, ce qui, dans le cas d'une offre commune potentielle, et on y reviendra, c'est, je pense, un bon atout aussi. Voilà. On ne l'a pas vraiment fait exprès, mais quand on a regardé autour de nous, on s'est dit, tiens, finalement, quand même, des couches basses aux couches hautes et de l'applicatif, on sait faire quand même à peu près tout. Donc ça aussi, c'est un bon atout de notre coopération renforcée. Et enfin, je dirais ambitieuse. On a mis good numérique for good, c'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, et vous allez voir un peu dans les chantiers qu'on entreprend, la notion de minimiser l'impact du numérique, ok, good numérique, mais le for good, c'est-à-dire qu'on ne se restreint pas à notre filière, c'est-à-dire qu'on peut aussi envisager de faire bouger des lignes chez des clients qui peuvent être typiquement le service public par exemple, et donc d'avoir une utilité du numérique qui se décuple. On peut aussi envisager de réduire l'inutilité du numérique ou le numérique inutile. J'en parlais tout à l'heure à table ronde si vous étiez là. C'est aussi des axes, quoi. Donc on ne se regarde pas que trop le nombril de la filière numérique, mais aussi comme levier de transformation de manière générale de la société et de nos clients. C'est pour ça qu'on met ambitieuse là. Voilà. Ça rejoint également ce qu'on essaye de promouvoir et qu'on a transformé dans notre... dans le thème de l'entreprise à mission qu'on a mis en place, c'est de se questionner sur l'usage du numérique. Parce qu'on pourrait, comme EDF, pousser à toujours plus consommer de l'électricité, mais en fait, c'est peut-être pas à bon escient. Le numérique, de la même manière, peut servir à des choses complètement inutiles. Alors, on pourrait les vendre, hein, mais globalement, si on amène les clients à se poser les bonnes questions, en fait, on questionne l'usage du numérique. Il y a Aurélien Barraud qui dit, et je le cite souvent, que si on déforeste l'Amazonie avec des super tankers, avec des pneus biosourcés et du gasoil vert, on déforeste quand même l'Amazonie à la fin. Donc le moyen, c'est le numérique, et donc c'est bien d'avoir du numérique qui est bien conçu, mais l'usage, c'est quand même ça la clé. C'est à quoi ça va servir ce qu'on va faire. Et souvent, les utilisateurs que nous sommes très exigeants sur le numérique, parce qu'on veut de la rapidité, parce qu'on veut des fonctionnalités, parce qu'on veut, etc. Mais en réalité,
Si ça sert 2 fois par an, peut-être qu'il faut juste le faire à la main 2 fois par an et ça va. Et on va être OK avec ça. Donc, c'est changer aussi les mentalités pour se dire le monde infini n'existe pas. Le monde du numérique accessible à tout le monde, partout, tout le temps, en temps réel, c'est peut-être pas non plus ce qui est de mieux. Donc, questionner l'usage, c'est aussi se remettre en question de nous. Ici, on vous a fait un petit patchwork des initiatives prises par chacun de nous. Alors, c'est pas exhaustif du tout, mais c'est juste simplement pour exprimer que l'engagement des entreprises. Davidson, ils ont fait tout un tas de trucs. Et ils ont en particulier constitué le Media Good, que je vous invite à aller voir, qui est une espèce de... C'est une espèce d'évanescence de la CEC. Je crois que Good, ils ont fait ça vraiment juste après la CEC. Je vous ai parlé de Climate Q&A ce matin, ou juste après, ce matin, que Equimetrix a fait, voilà, outil de vulgarisation des rapports du GIEC. Cet événement ici, c'est un gros investissement de Constellation, et donc c'est extrêmement impactant, important, et c'est quelque chose qu'ils font depuis 4 ans, comme vous le savez, enfin c'est la quatrième année, donc 3 ans. Norcis, si vous ne les connaissez pas, c'est une entreprise, c'est entre guillemets une ESN qui a développé un modèle de perma-entreprise. Je ne suis pas bien placé pour en parler parce que c'est notre camarade Thomas qui n'est pas là. On a 3 qui n'ont pas pu venir. Hein, c'est des gens qui bossent, mince alors. Et en gros, ils ont créé ils ont mis la nature dans leur board, si je le fais simple. Voilà. Il y a quelqu'un qui représente la nature, qui est au bord de Norcis. Donc ça, c'est en termes d'innovation organisationnelle et de gouvernance. C'est quand même quelque chose de très, très inspirant et son retour d'expérience est précieux. Et Zenica, représenté par Karl, eux sont très prolixes sur la notion d'éco-conception et la notion de frugalité énergétique du numérique. Et ils ont beaucoup bossé sur le Kaizen là que vous voyez. D'ailleurs, Zenica, c'est un anagramme de Kaizen. Donc voilà, ils sont aussi particulièrement engagés depuis longtemps. Donc on a fait des choses, chacun. Et donc on va essayer de faire des choses ensemble. On a démarré à faire des choses ensemble avec 3, disons, premiers axes de travail. Et après, dans les questions qu'on aura pour vous, c'est est-ce que vous avez des idées intéressantes aussi à nous soumettre. On a un premier axe autour de l'éco-conception de manière générale. Donc là, ça s'adresse vraiment à notre filière, pour le coup. Développer les pratiques d'éco-conception des produits numériques. On a des manifestes d'éco-conception, des référentiels d'éco-conception, de la formation, un calculateur ACV, j'ai mis AVC, un calculateur AVC, de projet. C'est ce que je suis pas loin de faire ce soir. Des calculateurs ACV de projet. Et donc voilà, beaucoup de choses qu'on va mettre à disposition de notre filière. Gratuitement en open source, de manière, et même pour nos clients, de manière à ce que ces bonnes pratiques-là se diffusent. On a un autre axe qu'on a nommé numérique éthique pour l'instant, et donc on a le fait d'orienter nos développements sur des objectifs éthiques, le fait de développer un référentiel ODD de nos projets, et donc finalement de noter sur les 17 points, je crois, de l'ODD, de questionner la finalité de ce qu'on fait. Sur chacune de nos boîtes et puis ensemble, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. On a, j'ai mentionné ce matin Claire.bot, qui est un outil IA d'analyse des risques socio-éthiques de tout projet numérique, en particulier les projets d'IA. Voilà, c'est en open source et on a prévu de l'améliorer, de versionner cet outil-là et de le diffuser énormément. On a un chantier autour de l'IA et de la prise de décision responsable. C'est-à-dire à quel point est-ce que l'IA vient dans les cycles de décision et la façon de l'utiliser, comment est-ce que je ne me fais pas complètement avoir par l'IA, comment je m'en sers véritablement comme un outil qui serve ma décision responsable. Voilà. Quelques chantiers de numérique éthique qu'on mène au sein de ce collectif-là. Troisième chantier autour de la connaissance climat et l'environnement, le fait de la diffuser de manière large, à l'échelle, etc. Diffuser la connaissance scientifique et les enjeux environnementaux. On a un des contributeurs, en l'occurrence Davidson Bertrand, contribue au Shift Project. Donc là, on est en train de se dire, est-ce qu'on ne va pas massivement
tous les 5, plutôt que chacun mette 20 000 balles, eh ben, vous faites x5 par an au Shift Project. En plus de l'argent, on met des experts sur les travaux du Shift. Voilà, tout de suite, on passe dans une autre dimension quand on se multiplie. L'outil Climate Q&A a plusieurs évolutions. C'est un investissement d'à peu près 100 000 € par an. Eh bien, ça aussi, il faut le pérenniser, il faut le développer, le diffuser, continuer, etc. Le partage d'expérience permanente entreprise qu'on est en train de structurer autour de Thomas. Bertrand avait entamé un serious game qui s'appelle Little Big Map, qui est sur cette compréhension. C'est un jeu, un serious game sur la compréhension des enjeux environnementaux avec des cartes, etc. Je suis en train de faire le parcours moi-même. Voilà. Et puis, la notion d'embarquer les managers type CEC, c'est-à-dire qu'on a notre expérience, nous, CEC, on a nos savoir-faire, et on pense qu'on peut être très utile à des entreprises qui ont envie d'aller un cran plus loin et d'embarquer notamment tout le management intermédiaire, qui est, comme vous le savez, très très important dans la transformation des boîtes. Donc, tu veux rajouter un truc ? Ouais, ce sujet de l'embarquement des managers, évidemment, il est clé. On en parlait ce matin, enfin à plusieurs moments dans la journée, mais le manager intermédiaire a ça de compliqué qu'il a des injonctions contradictoires en permanence, et en plus, il est chargé, lui, à titre perso, d'appliquer ses propres, enfin, en tout cas, de résoudre ses propres injonctions contradictoires, mais en plus d'appliquer une stratégie qui ne répond pas forcément aux besoins du terrain, et le terrain qui remonte des choses qui ne sont pas forcément comprises par le management. Et le fait de se dire, on essaye d'aligner les sensibilités, la formation, la compréhension des enjeux, permet de gommer une partie de ces injonctions contradictoires et essayer d'avoir un relais efficient, si tant est qu'on puisse encore le dire, au niveau des équipes opérationnelles. Parce qu'il n'y a rien de pire que se dire, finalement, la direction, ils ont fumé un joint, ils sont vachement sympas, mais à la mine, ça ne marche pas pareil. On s'est souvent posé la question, quand on a fait le parcours pour devenir entreprise à mission, de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de complètement voguer dans une montgolfière, et en fait, les équipes vont rien comprendre à la fin. Donc si on n'a pas ce relais des managers intermédiaires, clairement, on va se détacher de nos équipes opérationnelles. Et le fait de le faire par filière permet d'avoir les mêmes enjeux. Parce qu'évidemment, quand vous travaillez dans l'énergie ou quand vous travaillez dans l'agroalimentaire, vous n'avez pas les mêmes enjeux en tant que manager intermédiaire, même si vous avez du management et faire appliquer les décisions et la stratégie. Mais vous avez aussi des enjeux de métier qui sont propres, évidemment, à la filière, et qu'on pense qu'il serait intéressant de partager, parce que les problématiques, évidemment, en communauté se règlent mieux. L'intelligence collective au niveau des dirigeants et au niveau des managers intermédiaires doit forcément inspirer et passer à l'échelle. Donc on a l'ensemble de ces sujets adresse à la fois des clients, évidemment, des partenaires, mais aussi nos collaborateurs et nos managers. Maintenant, on va vous faire bosser. Si vous avez encore un tout petit peu d'énergie, en fait, on se pose pas mal de questions. C'est normal, on est un peu au début de notre démarche. On se pose pas mal de questions, et peut-être que vous avez des questions aussi à poser. Donc là, on a listé des questions. La gouvernance de notre groupement, par exemple, pour l'instant, elle est entre guillemets organique. C'est-à-dire qu'on est plutôt en train de se dire, bon, allez, on agit, on fait, on met en commun nos équipes, on a défini les chantiers que je vous ai montrés là, et là, on met des gens, ils bossent, etc. Donc on n'a pas, pour l'instant, plus de gouvernance que ça, et ça, c'est sûrement des questions. Si vous avez des expériences à nous partager, on est très, très, très preneurs. Je fais toutes les questions, et puis comme ça, après, on discute. Il y a bien sûr la notion des chantiers. Quel chantier on entreprend? Là, on a fait nos chantiers faciles pour nous. C'est-à-dire que là où on était déjà lancés, certains d'entre nous lancés, c'est plus facile de fédérer. En revanche, s'il y a des choses plus ambitieuses à aller chercher, c'est aussi intéressant de se le planifier. Peut-être qu'on fera un budget plus tard en se disant l'année prochaine, on pourra mettre tant de TP, on pourra mettre tant d'argent. Et donc, de faire une espèce de capacity planning sur ce qu'on pourra faire. Donc, quel chantier entreprendre, c'est une question clé qu'on va se poser. Il y a la question en haut à droite là, qu'on a mis de questionner la place du numérique dans l'entreprise. Aujourd'hui, l'IA fait les comptes rendus de toutes les réunions, dans à peu près toutes les boîtes. Est-ce que c'est pas en train de vider le cerveau de l'ensemble des employés?
franchement. Bon, c'est une bonne façon de l'utiliser aussi. Il y a une bonne façon de l'utiliser, il y a une mauvaise façon de l'utiliser, c'est un peu comme à la maison. Et donc, on peut nous poser la question de l'utilité du numérique dans l'entreprise et pas être dans la surconsommation de cet outil-là, parce qu'effectivement, c'est quand même sympa de cliquer sur un bouton et d'avoir son compte-rendu. Encore faudrait-il qu'il soit pertinent, partagé par tous et que les subtilités soient dedans. Comment faire contribuer d'autres acteurs tout en restant agile et efficace? C'est quand même une grosse question. Pour l'instant, on n'en est pas vraiment là, mais je serai preneur aussi, on sera preneur de vos idées. Ensuite, on a quand même l'idée, in fine, de représenter un groupement intéressant pour la sphère publique, de manière générale. De se dire, certains d'entre nous sont French Tech 120, on est reconnu par le gouvernement. Voilà, il y avait Vivatech en parallèle, donc il y avait des gens qui étaient au stand de Vivatech d'Equimetrix. Il y avait le directeur général des entreprises qui est passé voir mon fondateur ce matin. Ils ont une attente, les pouvoirs publics maintenant. On a pris conscience avec certains éléments géopolitiques. Ils ont une attente que la souveraineté, enfin, ils ont une attente sur la souveraineté. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc on pense qu'on peut être d'intérêt pour les pouvoirs publics parce que voilà, on a les ingrédients qu'on a mentionnés tout à l'heure. Est-ce que ça vous semble être pertinent? Est-ce que vous avez des idées pour impliquer les pouvoirs publics? Est-ce qu'on fait que répondre aux appels d'offres ensemble, ce qui est déjà une bonne façon, ou est-ce qu'il y a d'autres façons d'agir auxquelles vous pourriez penser, etc. Voilà, plein de questions, plein de thèmes, comme une initiative foisonnante comme celle-ci peut en être. Qui veut prendre un micro? Merci de te lancer. Je vous donne un micro, vous pouvez le repasser plus tard. Pour des questions de praticité. Merci. Déjà, merci pour partager ce que vous faites. C'est une chouette entreprise. Moi, je m'interroge, je participe à l'Institut du numérique responsable et au groupe du CIGREF. Et en fait, ma question, c'est pourquoi vous avez choisi de créer une nouvelle structure plutôt que de rejoindre des initiatives existantes, donc comme celle que je viens de citer. Vous avez parlé de référentiel d'éco-conception, qui effectivement est très intéressant. Il y a le collectif Green IT qui a déjà proposé quelque chose, l'INR s'y intéresse. Voilà. C'est vraiment pourquoi une nouvelle structure versus rejoindre des mouvements qui existent. Je crois que ce qui nous a donné envie de faire ça, c'est de pouvoir se mettre très vite dans l'action et d'être assez agile et entre guillemets d'avoir le pouvoir d'investir fortement si on avait envie d'investir fortement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas ça. Après, on ouvre les choses. Donc on peut se fédérer après avec ces initiatives-là s'il y a un intérêt à le faire. Mais moi, je ressentais, tu diras ce que tu en pensais, Étienne, toi après, mais je ressentais l'envie véritablement de faire des choses vite et bien avec des gens qui ont un ADN extrêmement aligné. Et finalement, comme on a un ADN qui est bien aligné, on n'a pas beaucoup de compromis à faire. Donc, effectivement, d'avoir des grandes institutions qui rassemblent, c'est extrêmement utile. Mais en disant qu'on fait un peu les artefacts qui viennent par-dessus, qui enfoncent un sujet comme il faut et qui, après, donnent ça pour que ça passe encore plus à l'échelle, c'est peut-être une façon de répondre. Oui, merci pour la question. Le sujet de la confiance était un sujet clé pour nous. Et souvent, dans ces organes, tout le monde peut venir. Donc, on ne connaît pas les gens qui participent, on connaît assez peu leur trajectoire. Et si on veut se mettre dans l'action, comme le disait Laurent, on a souvent un temps d'adaptation. Et la confiance, elle vient après quelques itérations, quelques revers, quelques projets ratés et quelques engagements non tenus. Et globalement, si on a mis autant de temps à se lancer, c'est aussi qu'on participe à déjà un certain nombre d'initiatives. Donc on contribue pour Nzadi, pour le Shift, pour des communs qui sont déjà partagés. Et on voit aussi l'inertie qu'il y a dans ces groupements. Et on le comprend très bien, parce que quand vous fédérez 400 ou 500 entreprises, vous ne pouvez pas prendre la décision d'obliger tout le monde à passer par tel cadre
ou appliquer telle norme ou telle règle de bonne pratique. Donc il y a un sujet d'exécution, un sujet de confiance qui est lié. Et je pense qu'autour de la table, on est tous les 5 des entrepreneurs avec quelque part la main assez libre. Et ça compte. On ne voudrait pas se retrouver avec quelqu'un qui dit oui, mais moi, mon DG ou mon actionnaire ou va me dire que non. Et donc ça, je pense que c'est important pour aller vite. Même si on a conscience que, on crée quelque chose de plus, ça va perturber le référentiel des initiatives qui sont déjà lancées. Ou les inspirer. Et en tout cas, on n'a pas une volonté de vouloir les concurrencer, on a une volonté de pouvoir contribuer sur des pans qui sont à notre main et sur lesquels on va pouvoir aller vite. Ouais. Merci, bonsoir. Est-ce que, donc j'ai compris que vous étiez retrouvé sur les valeurs, je l'entends bien, et peut-être sur des thématiques que vous voulez adresser. Est-ce que vous avez priorisé certains chantiers avec une loi de Pareto peut-être, en vous disant c'est d'abord ça, vous voulez passer à l'action rapidement, et donc du coup, quelles sont les priorités que vous êtes fixées au démarrage d'Essence ? On l'a pas fait, je crois, dans une démarche pensée. En fait, on a plutôt pris les low-hanging fruit, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on était déjà lancé, ou une partie d'entre nous était déjà lancé pour aller plus vite, plus fort. Je pense que ça s'est priorisé comme ça assez naturellement. Et c'est pour ça qu'on a toujours la question des chantiers à entreprendre et donc à prioriser, etc. Voilà, on l'a fait plutôt naturellement, et quand on a partagé nos envies, ça a assez vite tourné autour des choses qu'on faisait déjà et qu'on voulait faire mieux, plus fort. Plutôt comme ça, mais c'est qu'une première étape. Ta question va aller de pair avec l'ambition que se donne le groupement. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait d'abord apprendre à marcher ensemble avant de se fixer des objectifs. Donc il y a plein de sujets pour l'instant sur lesquels les équipes vont pouvoir partager, mettre en commun et du coup avancer plus vite. Il y a un sujet qui est business, et on en parle assez souvent avec Laurent, c'est que si ce n'est pas business, ça ne durera pas. On ne sera pas une ONG, on ne sera pas une fondation. Donc on n'est pas très loin de la Fondation de France, mais on ne fera pas partie de ça. Donc on pense qu'il y a un vrai sujet à craquer sur nos business. Et si on sait arriver à craquer ça à 5, on saura l'ouvrir et on saura du coup fixer des objectifs. Ça nous semble un peu prématuré aujourd'hui de le faire, sans doute parce qu'on n'a pas encore expérimenté dans la vraie vie. C'est sûrement une autre façon de répondre à votre question tout à l'heure. En termes d'approche, moi j'aime bien ce que tu dis. On a une vocation business aussi. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que la durabilité, c'est une question de business. Et c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Si on est pertinent dans ce qu'on fait, nos clients, les pouvoirs publics vont l'acheter fondamentalement. Et donc on a cette question-là aussi. On veut bosser pour le bien commun, mais on veut aussi en faire, et on pense que c'est nécessaire que ça se complémente comme ça. On veut aussi en faire un sujet de business. Voilà. Pour nous, c'est pas un gros mot, je ne rougis pas du tout en le disant. Au contraire, je pense que c'est un vrai vecteur d'efficacité et de réel investissement de notre part. Pour compléter, on en parlait tout à l'heure sur la table ronde, c'est toi Laurent avec Karine qui en parlait, c'est que les collaborateurs, ils ne sont pas payés en bisous. Et on aimerait, mais en réalité, si on n'en fait pas un business, du coup, il n'y a plus de collaborateurs. Donc il y a un sujet inhérent à la durabilité, c'est d'abord d'avoir de quoi payer nos collaborateurs. Et donc il y a 6000 personnes qui nourrissent un certain nombre de gens derrière. Et notre enjeu, c'est de les emmener avec nous dans cette transfo. Mais donc, il faut trouver des sujets sur lesquels les faire bosser. Oui. Oh, les micros sont bien placés pour l'instant. Ouais, alors je continue cette question de la priorisation, parce que si vous voulez en faire un business, ou alors si moi je veux savoir quelle action je lance chez moi, je suis confrontée à la problématique de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a fort impact et où est-ce qu'il faut que je travaille.
Moi, on va dire, j'ai 1000 utilisateurs d'une part. D'autre part, on est éditeur informatique et par ailleurs, on est hébergeur. Et en fait, j'essaye de discuter avec des gens pour voir qui peut m'orienter. Mais aujourd'hui, je suis confrontée à la difficulté de... Je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je mette mes efforts. Parce que je n'arrive pas à compter, en fait. Je n'ai pas d'outils qui me facilitent l'évaluation de l'impact. Oui, c'est central comme question, évidemment. Quel retour sur investissement on peut faire de tel investissement? Absolument. Je trouve que pour continuer à justifier notre démarche, entre guillemets, en fait, d'avoir une assise financière un peu plus large permet aussi de se tromper un peu éventuellement, même si on va essayer de ne pas le faire. Mais on a plus le loisir, entre guillemets. Déjà, on a plus de certitude parce qu'on est plus nombreux. Donc on a plus de certitude sur là où va le marché et on confronte nos visions et nos convictions. Et puis, on partage à 5 des frais, quoi. Et donc... si moi, Equimetrix, j'investis 20 000 euros sur quelque chose pour faire un résultat qui en pèse 100 000, si jamais ça se plante, j'ai perdu 20 000. On a tous perdu 20 000. Bon, et on arrive à survivre. Si j'avais perdu 100 000, c'est un peu tout bête, mais cet effet d'échelle, en fait, c'est très, très libérateur. Et donc, les questions que vous posez, pour nous, je les trouve quasiment plus légères à répondre. Ma question n'est même pas sur l'investissement. Ouais, sur le sujet. On va dire que je ne suis pas limite à un investissement, même si évidemment on ne dépense pas. Mais c'est mon temps. Ouais. Enfin, je prends des ETP pour aller où? Ouais. Et moi, je suis vraiment orientée numérique responsable. Là, je suis même pas, même si on imagine bien qu'on va réussir, enfin, on espère qu'on va le vendre d'une façon ou d'une autre. Mais en termes de temps, où est-ce que je fais investir le temps de mes équipes? La priorité numéro 1, c'est le bilan carbone. Si vous n'avez pas fait de bilan carbone, vous ne savez pas compter. Et donc, c'est impossible de savoir par quel endroit commencer. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les mails humoristiques qu'il faut bannir de votre entreprise. Mais d'abord, sur l'ensemble de vos activités, faites un bilan carbone. Si vous ne l'avez pas fait, vous ne savez pas par où commencer. On peut vous dire, nous, on est intégrateur, d'autres sont développeurs, les troisièmes font du conseil, etc., etc. On a nos propres bilans carbone. Et on pourrait vous dire, si vous venez nous voir, voilà les endroits où c'est le plus fortement carboné. Et donc, by design, vaut mieux démarrer par là, parce que là où il y a beaucoup de pollution, il y a aussi beaucoup d'enjeux pour aller dépolluer. Donc c'est une bonne nouvelle si vous avez des endroits fortement carbonés pour aller les décarboner. Donc, soit changer de business model, soit vous séparer de ce que vous avez et qui vous pèse dans votre bilan carbone. Mais si vous ne démarrez pas par ça, vous ne saurez jamais par où démarrer. Donc, en tout cas, c'est la démarche qu'on a nous mise en place, toi aussi, enfin un certain nombre d'entreprises ont fait. C'est d'abord, on fait un bilan carbone. Et à partir de ce constat, on trace des trajectoires et des plans d'action. Qu'est-ce qui est important pour la boîte? À quel endroit ça fait beaucoup de marge? À quel endroit il y a beaucoup de collaborateurs? À quel endroit ça impacte l'environnement? Si vous faites cette analyse, vous savez ensuite comment tracer votre trajectoire de décarbonation. Mais c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas démarrer un chantier sans avoir un peu de visibilité et de recul sur vos activités. Clairement. Et on pourra vous aider à ça. Le groupement pourra vous aider à ça. Mais il faudra faire un bilan carbone quoi qu'il arrive. Et après, sur le numérique responsable, allez sur claire.bot, vous allez voir, il y a plein d'apprentissages. Vous pouvez lui poser cette question-là. Vous regarderez la réponse qu'il vous fait. Parce que là, il y aura une réponse documentée avec plein de sources. Ça peut être une réponse à la rigueur alimentée aussi par la régulation. Faire du numérique responsable, ça veut dire quoi? C'est quoi les contraintes, etc. Demandez à claire.bot. Oui. Justement, pour continuer sur ce sujet-là, être dans l'IT responsable depuis un certain temps, le principal sujet qui manque, c'est la donnée. Partir sur un bilan carbone, c'est ultra intéressant et on veut tous partir là-dedans. Mais par contre, on reste toujours sur des moyennes, sur des choses qu'on ne sait pas trop. On se dit, bon, on va prendre des indicateurs. Allez, on est sur nos 400 kg de CO2 par 1000 € de machine. Mais en fait, j'ai pas beaucoup d'idées, je veux pas beaucoup plus loin. Je trouve que ce qui manque, c'est d'avoir une donnée qui est, je ne sais pas si elle doit être open source, mais quelque chose qui nous permet en fait de nous mesurer vraiment réellement quel est l'impact pour pouvoir après bien allouer les ressources. Et du coup, dans vos questions de quel chantier entreprendre, moi, je serais intéressée là-dessus, sur avoir une donnée qui est claire, qui est fiable, et pas simplement aller voir le constructeur
ou un petit Apple qui va me dire oui, mais moi je suis neutre en carbone, donc t'inquiète pas, mon nouvel iPhone il est plus propre que l'ancien. C'est d'avoir ça là-dessus. Et je pense que pour l'instant, il y a plein de groupes qui sont développés un peu partout. Il y en a, on est un peu perdu, on ne sait pas trop et on ne connaît pas du coup la méthodologie. C'était plutôt pour vous orienter sur un chantier si jamais ça vous intéresse. Ouais, c'est une très bonne idée et c'est effectivement, on en parlait à l'atelier précédent. On essaye d'embarquer la chaîne de valeur entière, c'est-à-dire les constructeurs, les éditeurs, les grossistes et nous, pour pouvoir avoir des référentiels communs. Je citais l'exemple de la chaîne de valeur de l'agroalimentaire qui s'est structurée il y a 20 ans parce qu'il y avait un sujet de sûreté alimentaire et donc de traçabilité. Et bon, ça a été pris au niveau d'abord européen puis mondial pour que l'ensemble des acteurs de la chaîne agroalimentaire puissent mettre leurs données en commun et que ce soit partageable par l'ensemble des acteurs, à la fois les fournisseurs et à la fois les clients finaux, les consommateurs. Sur l'IT, ça n'existe pas. Et on a beaucoup de difficultés à récupérer les données parce qu'elles sont hétéroclites. D'une part parce que certains veulent se mettre en avant, donc pipotent un peu les chiffres, ou alors rognent un peu les scopes. Et donc, on n'a pas de données qui soient totalement ni transparentes ni fiables. J'y reviendrai, mais je pense que en fait, ce sujet n'est pas un vrai sujet, même s'il est important, et je pense qu'on pourra en parler notamment avec Equimetrix, puisqu'ils sont spécialistes de la data et qui construisent des plateformes pour pouvoir globaliser les datas et pouvoir les restituer. Donc ça, c'est un sujet qu'on pourra prendre. Néanmoins, même si on n'a pas ces données-là, ce qu'on voit, nous, dans l'expérience de Constellation, c'est qu'on a démarré avec une empreinte en tonnes par collaborateur, en équivalent de tonnes de CO2 par collaborateur, à 65. Et qu'on est aujourd'hui à 32. On avait fixé un objectif de réduction de 50% à 2030. Donc on pourrait se dire, fine, on a déjà fait le boulot et il n'y a plus rien à faire. En réalité, c'est l'amélioration des méthodes année après année qui fait qu'on a baissé. En tout cas, ça représente la moitié de l'effort. Mais néanmoins, on a entamé les bonnes démarches. Donc ce n'est pas parce que la donnée n'est pas bonne qu'on ne peut pas se mettre en mouvement. Ce n'est pas parce que les comparatifs ne sont pas les mêmes ou les référentiels ne sont pas les mêmes qu'on ne peut pas se mettre en mouvement. On a globalement une idée assez claire que quand on renouvelle un serveur tous les 3 ans, c'est moins bien que quand on le renouvelle tous les 7 ans. On a l'assurance que quand on a une source d'énergie verte, c'est mieux que quand on a une source d'énergie carbonée, donc avec du charbon et du pétrole. Donc on a quand même des gros indicateurs sur l'usage et sur la matérialité des services numériques. Donc après, on peut se dire, est-ce que c'est important d'avoir la virgule après ou la virgule avant? Je pense que non. Néanmoins, il faut faire ce travail-là et il est important. Et plus on va être dans le détail, plus on va se rapprocher de la matérialité, c'est-à-dire non pas un agrégat économico-numérique qui ne veut rien dire, parce que quand vous suivez les référentiels de l'ADEME entre celui qu'il y avait il y a 4 ans et celui d'aujourd'hui, il y a des facteurs 4 entre les différents ordres de grandeur. Donc il y a un vrai sujet évidemment de légitimité à la donnée qu'on a. Néanmoins, ça n'empêche pas de se mettre en mouvement. Donc, mais je pense que globalement, sur toutes les données qui existent, avec les groupes de travail, il y a Boavista qui fait un travail important sur essayer de collecter les fiches constructeurs, les mettre en open source, arriver à corréler un peu les datas quand il n'y a pas de fiches constructeurs. Ça fait partie des initiatives qui sont prises et qu'on pourrait peut-être scaler avec de l'IA. Ça pourrait être un usage intelligent de l'IA, d'aller crawler un peu toutes les bases qui existent, parce qu'il y a évidemment celles qu'on a en France, parce qu'elles sont exigées par un certain nombre d'organes, mais il y a évidemment celles qui sont dans les pays de fabrication, où là, c'est beaucoup plus compliqué à obtenir. Merci. Micro-complément sur l'impact énergétique de l'IA, qui est assez difficile à estimer. Hein. Franchement, moi, c'est une partie de l'empreinte carbone d'Equimetrix, mais en vrai, je suis extrêmement tributaire de ce que certaines plateformes américaines veulent bien nous donner. Il y a une chercheuse sur le sujet qui s'appelle Sacha Lucioni qui fait beaucoup de boulot sur l'impact énergétique de l'IA, mais fondamentalement, la mesure, je ne sais pas vous dire si une requête ChatGPT, c'est 5 fois, 10 fois ou 25 fois une requête Google. En fait, j'en sais rien. En fait, on ne le sait pas. On pense que c'est dans ces ordres de grandeur-là, entre 10 et 25, mais on ne sait pas. Et donc, ça pose exactement ce que tu dis, mais il faut être assez humble sur le sujet. Faut être assez humble sur le sujet. En revanche, ça ne doit pas nous empêcher d'agir, c'est clair. Non, mais
complètement. Je finis, après j'arrête de Oui. récupérer le micro. Mais c'est un vrai sujet parce que même après sur le lobbying et après de se dire comment est-ce qu'on embarque les pouvoirs publics, c'est avoir les bons métriques pour pouvoir après les chercher. Je sais que dans le cloud, à l'époque, avant, l'objectif c'était de dire qu'un data center qui était clean, c'était un data center qui soit achetait des énergies renouvelables, soit avait une petite part d'énergie renouvelable. Et pour ça, c'était un data center qui était neutre en carbone. Ça veut strictement rien dire, mais c'est dans ce sens-là. J'arrête de parler. Et après, en France, on a quand même une énergie, comme le rappelait Karine tout à l'heure, à 95% décarbonée. On n'est pas aujourd'hui dans un conflit d'usage. L'IA, avec l'explosion de son usage, est en train de poser de sérieuses questions de conflit d'usage, pour l'instant plutôt sur le sol américain, c'est quand même assez fou. C'est-à-dire que les projections de consommation électrique empêchent le développement, par exemple, de la voiture électrique. Peuvent empêcher le développement de la voiture électrique, peuvent globalement empêcher l'électrification de certaines industries. Voilà. Il y a un moment, il faut choisir, quoi. Il y a un moment, il faut choisir, on n'y arrive pas. Donc c'est aussi on peut embarquer les pouvoirs publics dans ces réflexions strates-là. En France, le cas est un peu différent, mais quand même, la question se pose. Pour compléter, peut-être juste pour ce sujet, d'arriver à un référentiel commun, je pense qu'il ne pourra pas être porté uniquement par 5 entreprises, même si on a la meilleure volonté du monde, parce que si on met en place un référentiel où il n'y a pas un tiers qui valide que la démarche est bonne, que la méthode est bonne, que les données et les jeux de données sont valables, ça ne sera pas accepté par le marché. Parce que chacun va vouloir tirer la petite couverture à soi, et c'est bien légitime. L'ADEME publie son référentiel d'émissions. Donc c'est logique, quelque part, qu'il y ait un tiers qui puisse se saisir de ça. En revanche, si on est dans une logique open source où chacun peut contribuer en fonction de ses usages, en fonction de son histoire et en fonction de ce qu'il constate avec... nous, on a un bureau d'études bas carbone, un bureau d'études carbone qui va faire des bilans carbone chez les clients. À chaque client, il y a des contributions sur les facteurs d'émission qu'on peut mettre en open source. La question, c'est quel repository qui puisse être accessible, parce que y a déjà pas mal de gens qui ont fait des choses. Donc, il faut arriver à définir un modèle commun dans lequel tout le monde pourrait se dire « Ok, c'est là le référentiel sur le numérique ». Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas mûr. Le numérique, c'est une industrie d'artisans. C'est extrêmement éclaté. Vous avez quelques leaders mondiaux avec 200-300 000 collaborateurs, mais sinon, c'est extrêmement éclaté. Rien qu'en France, vous en avez des centaines des entreprises. Donc, arriver à mettre d'accord tous ces artisans-là, c'est extrêmement compliqué. En revanche, prendre des initiatives et les publier, ça pourrait avoir un intérêt d'entraînement et que chacun puisse contribuer. Pour autant, il faut peser quelque part pour exister dans le débat. Et c'est pour ça qu'on se groupe pour pouvoir le faire. Parce que si chacun dit « moi j'ai mes propres facteurs d'émission et je vous les donne », ouais, ok, mais t'es qui ? Enfin, tu représentes quoi à la fin ? Donc c'est aussi ça qu'il faut arriver à mettre dans le débat. C'est dire on représente 6000 collaborateurs, mais on représente aussi tous les clients pour qui on a travaillé et qui ont enrichi nos bases et qui vont continuer à le faire. Merci, il y a énormément de sujets qui sont hyper intéressants. Je voulais rebondir sur plusieurs choses. Déjà, merci d'avoir dit que c'est bien de compter, mais ce n'est pas pour ça qu'on fait un bilan carbone, c'est pour décarboner. Et je pense qu'il y a énormément de boîtes qui oublient. Ils font juste la photo pour leurs actionnaires ou pour leurs clients, mais qui oublient juste qu'un bilan carbone, c'est la photo plus le plan de décarbo. Donc ça, merci d'avoir resté là-dessus. Et je voulais compléter aussi sur l'impact de l'IA. Ce n'est pas qu'un impact énergétique. Voilà, il y a un énorme impact qu'on oublie sur les data centers, enfin construire les serveurs, l'impact eau, l'impact minerai, etc. Donc il ne faut pas négliger ça. Effectivement, ce serait intéressant d'avoir un impact de l'usage de l'IA. Enfin, si un des chantiers qui pourrait être intéressant à développer, c'est effectivement quel est l'impact de chaque usage positif. J'entends que c'est hyper dur. Chaque usage de l'IA, dans quelle mesure, effectivement, quel est l'impact environnemental sur les différents... Enfin, l'ACV, en gros, de l'usage de l'IA. Ça pourrait être un vrai sujet intéressant. Et autre chantier intéressant, parce qu'effectivement, on voit que l'IA, c'est 71% de la croissance de la demande de données dans le monde. Là, ça explose. J'ai pas entendu, pardon. 71%. 71% de l'explosion de la demande de données dans le monde. Donc, c'est quand même assez colossal. Et effectivement, on voit de l'IA partout sur WhatsApp. Vous avez le petit bouton pour vous inciter à l'IA. Enfin, sur Excel, maintenant, vous avez le petit icône. Donc, c'est comment, effectivement, sensibiliser tout le monde au juste usage
et comment faire en sorte que tout le monde n'utilise pas pour faire une recherche d'une recette, alors qu'on pourrait faire une recherche simple Google. Enfin, tout le monde utilise ça pour tout et n'importe quoi sans se rendre compte de l'impact. Et donc, il y a un vrai sujet de formation, de sensibilisation, et peut-être ça peut être un des axes. Comment prévenir, comment alerter le grand public sur attendez, ça c'est hyper hype, hyper cool, mais attention, derrière il y a des conséquences. Ça pourrait être un chantier, mais j'entends qu'il est colossal et complexe, mais effectivement, si ça peut être un sujet prioritaire, ça peut être, à mon sens, un vrai sujet. Il y a deux parties. Après, effectivement, l'impact de l'IA, c'est pas que de l'énergie. On a fait un boulot avec Sator, là, justement, de Pierre, avec une ONG amie qui s'appelle Data for Good, que vous connaissez peut-être, sur lequel on a listé tous ces impacts-là sur toute la chaîne de valeur, évidemment de la construction du data center, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle le calcul et l'apprentissage, et toute l'inférence, qui est finalement la réponse aux questions pour ce qui concerne l'IA générative, qui ont leurs impacts propres et à peu près estimés. Mais sur le côté de l'utilité, moi j'aime beaucoup ce sujet. On l'a mis en haut à droite dans l'entreprise. Ça peut être plus largement dans la société. Peut-être que dans un premier temps, on peut questionner l'entreprise, j'en sais rien. Mais oui, on veut promouvoir l'utilisation, l'usage utile du numérique. Le juste usage, on dit à la fin. Ouais. Le bon usage, le juste usage du numérique. Oui. Exactement. Exactement. Et franchement, le grand public aujourd'hui, dont nous sommes, se laisse quand même bien mener par le bout du nez par les IA. Il faut quand même dire les choses, quoi. Ils sont partout. C'est votre fil LinkedIn, c'est tous vos réseaux sociaux, c'est ce que vous avez comme suggestion de vidéos sur toutes les plateformes que vous avez. En fait, on vous prend par la main. On vous prend par la main, on nous prend par la main, et ça, c'est quand même très, très, très néfaste au sens de la surconsommation du numérique. Surconsommation du numérique. Vous avez peut-être des gamins, moi j'en ai. Mon combat au quotidien avec eux sur l'utilisation de ces trucs-là et la non-utilisation de certains de ces réseaux ou de ces algos, c'est un combat extrêmement important à mener, je pense, limite civilisationnel, je pense. En tout cas sociétal. Et je ne suis pas sûr que le groupement, en tout cas à ce stade, se donne un objectif d'aller éduquer la société. On est ambitieux mais raisonnable. On est ambitieux mais raisonnable. Et en tout cas, notre échelle aujourd'hui d'action, c'est plutôt l'entreprise. Parce que globalement, c'est là où on a un levier d'action assez important et sur lequel on a, nous, la possibilité d'intervenir. Tout à l'heure, on voyait les leviers d'action, les leviers d'influence et les leviers en dehors de notre sphère d'influence. Aujourd'hui, on pense que l'action qu'on peut mener, elle est au niveau de l'entreprise. Mais clairement, c'est un sujet civilisationnel et même d'intérêt majeur pour nos enfants et ceux qui arrivent, parce qu'on voit, il y a déjà des études sur le moral des gens qui utilisent l'IA, qui est extrêmement mauvais, parce que dès qu'ils n'ont plus d'IA, en fait, ils pensent qu'ils prennent des mauvaises décisions et ils ne savent plus décider. Donc on est sur une échéance très courte, parce que ça fait 1 an que ça existe, et déjà, des cadres, dirigeants, expliquent que quand ils n'ont plus d'IA, ils ne savent plus faire. Et donc il y a une notion de burn-out, il y a une notion d'anxiété qui se noue de manière assez forte, et on ne sait pas aujourd'hui comment ça va évoluer, mais on a créé une dépendance très forte à ces petites bébêtes, effectivement. Mais je ne suis pas sûr qu'à ce stade, d'essence puisse prendre ce chantier-là. Après, oui, il est majeur. C'est des citoyens, en fait. Donc, en formant les entreprises, vous formez les citoyens par la même occasion. Absolument. C'est le levier qu'on pense utile. Ouais. Et juste, après, je donne le micro. Il y a un exemple que je trouve hyper inspirant et qui est un peu dans votre secteur, c'est Nexence. Donc, quand tout à l'heure, vous parliez de business durable et de créer, bien sûr, il faut créer du business, et of course. Mais il y a aussi des boîtes qui ont réussi en quelques années, qui étaient en train de dépérir, qui risquaient de disparaître. Et en 1 an, en mettant en œuvre des critères RSE hyper engagés, ont réussi à redresser une boîte. Donc en fait, le chiffre d'affaires, c'est pas le critère. Si ça aussi, ça peut être pris en compte. Je sais pas si... Oui. Je pense que justement, sur cette question que vous évoquiez, ce travail vous êtes bien placé en tant que collectif pour, à chaque étape,
sur toute la chaîne de valeur en fait, de l'IT, de l'utilisation du numérique dans l'entreprise, de faire un peu ce même travail que Data for Good fait pour la société, c'est-à-dire de montrer à la fois l'impact que chaque poste, que chaque action a, de le matérialiser avec des bonnes pratiques pour chaque étape de la chaîne de valeur, que ce soit l'infra et puis après la conception. Vous aviez parlé d'éco-conception dans vos initiatives, et d'aller jusqu'au comportement des utilisateurs métiers quand ils utilisent une IA et que justement, alors moi je le vois, j'accompagne des entreprises, les collaborateurs n'ont aucune idée qu'en mettant des données confidentielles dans les LLM, ils se retrouvent finalement à exposer des choses qu'ils ne feraient pas s'il s'agissait d'un fichier Excel. Donc, je pense que cette question de la place du numérique, de pourquoi vous le faites, pourquoi vous allez utiliser IA dans Excel ou Copilot, etc., déjà, ça c'est concret, ça aide vos clients, ça aide vos entreprises, c'est un gros travail. Mais vous couvrez, je pense, si j'ai bien compris, toute la chaîne de valeur. Et je trouve qu'après, porter ça sur des plateformes comme LinkedIn, en étant dans une démarche de partage collectif, c'est là où justement vous pouvez intéresser les pouvoirs publics et attirer l'attention d'organisations qui vont se tourner vers vous. Enfin, je l'ai fait en raccourci, ce que j'essaye d'intuiter depuis tout à l'heure. Merci. Derrière. On prend. Vous pouvez passer le micro derrière. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation et félicitations pour le travail en coopération que vous avez fait avec les 5 entités. Je pense que ça ne doit pas être évident. Vous parliez tout à l'heure justement de faire un bilan carbone pour déjà mesurer l'impact avant de le réduire et ce genre de choses. Et en même temps, je me rappelle avoir fait la fresque de la biodiversité. Et c'est vraiment un pan qu'on ne prend pas souvent quand on mesure les choses. Et j'ai remarqué, ils mettent un tableau très intéressant qui montre que l'ensemble des solutions qui permettent de réduire le carbone ont un impact sur la biodiversité, alors que l'inverse, c'est-à-dire regarder quelles solutions on peut apporter pour défendre la biodiversité, permettent d'être bénéfiques pour le climat. Et c'est vrai que souvent on parle de carbone, moi-même au début je parlais que de ça. Alors j'aimerais savoir est-ce que c'est un angle mort dans l'IT, la biodiversité, parce que c'est vrai que c'est plus ou moins, j'allais pas dire facile, parce que j'entends que c'est pas facile de mesurer le carbone, mais qu'en est-il de la biodiversité, voir si on élargit le spectre pour respecter le donut, et est-ce qu'on a déjà des outils pour mesurer tout ça, et est-ce que c'est déjà dans vos têtes? En 2 mots, c'est beaucoup moins évolué et systématisé que le carbone, la biodiv. Il y a un score développé par la CDC qui s'appelle, pour ceux qui le connaissent, aidez-moi, BSA. Je ne sais plus quoi, Biodiversity Score, je ne sais pas quoi, qui est, à mes connaissances, celui qui est le plus répandu sur le marché. Mais autant il y a toute une banque de facteurs d'émission sur la partie carbone, c'est tout un écosystème qui s'est développé là-dessus, autant sur la biodiversité, en plus avec une unité de mesure qui n'est pas établie comme a pu le faire grâce aux initiatives de Jean Covici à l'époque sur le bilan carbone. Il n'y a pas l'équivalent, en tout cas sur le marché, qui permet d'être aussi précis sur la biodiv. En revanche, l'impact du numérique sur la biodiv, il est important. On parlait de l'eau pour l'IA tout à l'heure, on parlait de l'impact des data centers, etc. C'est un sujet majeur. Il y a les 2 vagues que Audrey nous a montrées ce matin. Là, c'est la 2e, celle-là. Donc, c'est un bon sujet. C'est un bon sujet. Ouais, pour prolonger le sujet de la biodiv, on est très très loin. Dans l'IT, on est très très loin de la biodiv. Déjà, quand on parle de climat, de temps en temps, on nous regarde avec des lunettes bizarres. Mais alors, quand on parle de biodiv, je peux vous dire que c'est chaud, hein. Donc, il y a un sujet de reconnecter à l'environnement et à la nature les gens qui sont totalement hors sol, parce que citadins, bossant dans l'IT ou dans le service, ils n'ont aucun contact de près ou de loin avec un bout de terrain, avec un arbre, avec un oiseau. Et donc, la notion de biodiversité dans une entreprise de service IT un peu hors sol, c'est compliqué à corréler. Nous, on a fait l'expérience, quelque part, de pousser le modèle un peu plus loin en se disant on veut être régénératif, mais l'IT n'est jamais régénératif parce que de toute façon, ce n'est pas un serveur qui va permettre de régénérer quoi que ce soit un sol, de l'eau, de la biodive.
Donc, on a investi dans une entreprise qui permet ça. Donc, on met nos moyens à disposition d'une boîte à visée régénérative un peu plus proche de la nature parce qu'elle fait de la transmission de ferme en agroécologie, etc. Pour montrer aux collaborateurs que leur travail a aussi une conséquence parce que l'argent qu'on a gagné, c'est grâce aux collaborateurs. Et du coup, ils se prolongent quelque part dans la nature en investissant dans des boîtes comme ça. Mais le fait de se dire on peut agir sur la biodiversité pour séquestrer du carbone dans une boîte d'IT, on a perdu vachement de monde au passage. Et pourtant, j'adore la biodiversité et c'est un des axes de mon engagement, c'est les animaux. Mais honnêtement, je ne vois pas le lien, je n'arrive pas à recréer ce lien-là. Et même si on sait qu'il faut prendre soin des océans parce que c'est un tiers des puits de carbone, même si on sait qu'il faut prendre soin des arbres parce que c'est un autre tiers des puits de carbone, mais comment on arrive à faire le lien avec, vas-y, j'ai 500 mecs là qui codent, tu leur racontes quoi? Aller planter des choux, aller planter des arbres, Donc il y a un sujet qui est d'arriver à trouver un lien avec l'activité du gars que tu as embauché. Toi, tu lui dis, OK, tu vas faire du maintien en condition opérationnelle de serveurs dans un data center, et après, tu lui dis, les baleines, c'est important. Mais attends. Donc, il y a un vrai sujet, et je suis complètement d'accord qu'il y a beaucoup de solutions qui se trouvent dans la nature, et donc, essayer de biosourcer nos designs, c'est important. Néanmoins, il faut arriver à recoller à l'ADN de la boîte et de se dire comment je peux faire, moi, pour contribuer parce que je ne pourrais pas régénérer ou alors avec des niveaux d'interface qui sont extrêmement longs. Merci pour la réponse. Après, il y a plein de solutions à te donner après, si tu veux, mais c'est un long parcours de sensibilisation, effectivement. Absolument. Et alors, je suis pour faire les fresques à la fois du climat, de la biodiversité, du numérique, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et je pense que ça participe de l'éducation et de la sensibilité des gens. Après, le sujet, c'est de leur accrocher à une verticale métier, et là, c'est plus compliqué. Merci. Ouais. Je peux prendre la parole. Je voulais revenir sur l'utilité, parce que ça fait écho à ce qu'on a entendu avec Mathieu Dardaillon qui disait j'ai bien aimé aussi la notion d'inutilité numérique, faire un peu la chasse à tout ce qu'on fait un peu pour se faire plaisir, il y en a déjà pas mal, mais aussi comment le numérique et la tech peuvent servir ce changement de paradigme, ce changement de regard. Parce que dans les chantiers que vous avez commencé à entreprendre, il y a plein de trucs hyper cool qui sont faits, mais quels sont ceux vraiment qui viennent questionner ce changement de modèle, qui reprend aussi un peu ce que vous avez dit au tout début sur Aurélien Barraud, qui, tu peux aller saccager la forêt amazonienne avec si on fait super bien notre boulot, potentiellement, ça peut être au service d'un truc qui fait super de la merde. Ouais. Et ça rend chèvre quand même. Ça rend chèvre. Ah oui, ça rend chèvre. Pour retourner dans la biodiversité. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il y a un chantier, dans l'éco-conception, il y a déjà un sujet de se questionner sur ce qu'on va produire comme application. Donc, qui est souvent une interrogation faite au client de est-ce que c'est bien valable et est-ce que c'est bien ça que tu veux. C'est le premier pas. Parce que quand on prend un cahier des charges, la plupart du temps, il y a tout et n'importe quoi et beaucoup de choses qui ne servent à rien. Donc, déjà, faire ça, c'est déjà faire réfléchir en face. Je ne dis pas que ça fait tout, mais déjà, ça fait réfléchir en face. Et les clients aiment ça et n'ont pas l'habitude qu'on les challenge sur ce sujet. Donc ça, c'est un des sujets, c'est de lever ces questions au moment où on doit intervenir en tant que prestataire. Après, il y a un sujet qui est de partager une trajectoire avec ses clients. Parce que si vous dites à quelqu'un qui détruit l'Amazonie, c'est vachement important, les oiseaux, les lémuriens et les orang-outans, il va être un petit peu en porte-à-faux. Donc il faut choisir un peu ses combats pour se dire, OK, celui-là, il a ça comme business, comment on fait pour qu'il change de business? Et ça, on peut questionner et on peut les emmener. Et on peut se dire, on refuse de bosser avec ce type d'organisation. C'est un premier pas. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas de dire, OK, moi je bosse pas avec les gens qui sont sales, parce que sinon ils seront jamais propres. Donc il y a un moment, il faut arriver à trouver le chemin entre, OK, lui il est
pas bien, où il fait de la pollution, ou etc. On fait de l'informatique pour un truc qui n'est pas forcément hyper cool. Comment on fait pour ensemble trouver un chemin pour améliorer lui ce qu'il fait? Parce que s'il améliore son score, nous c'est x10 ou x15 qu'on prend. Parce qu'il est bien plus gros que nous à notre échelle. Donc le sujet, c'est comment on embarque notre écosystème, on en revient à embarquer notre écosystème et nos clients dans la sobriété dont on parle et qu'on prône, comment vous la vivez? On a un client, par exemple, qui est Clarins, qui est une société familiale, qui est très engagée sur les sujets d'environnemental. Le DSI qui est arrivé de chez Schweppes, Orangina, il dit « Ok, les gars, vous voulez faire de la sobriété numérique ?» Il va voir le COMEX et il dit « Qui a changé son iPhone et son iPad l'année dernière ?» Tout le monde lève le doigt. Est-ce que vous êtes prêts à ne plus les changer pendant 5 ans? Parce que sinon, venez pas me demander de faire de la sobriété. Et ça passe par là. Mais on voit bien, et pourtant ils sont engagés, et pourtant ils travaillent dans la biodiversité, et pourtant, etc., etc. Ils plantent des forêts, ils font leurs propres essences, etc. Mais là, un exemple flagrant d'injonction contradictoire. Et donc c'est à tous les étages qu'il faut se poser ces questions-là. Donc on peut jouer ce rôle d'aiguillon, on peut jouer ce rôle de non, on ne travaille pas avec des gens qui n'ont pas une trajectoire de réduction, on ne travaille pas avec des gens qui ne sont pas engagés. Même si vous êtes pollueur, vous avez le devoir de pouvoir vous engager. Est-ce qu'on devrait le faire? Est-ce qu'on devrait dire on ne travaille pas avec eux? C'est un vaste débat. Le macartisme n'a pas fait que des bonnes choses à la fin. Donc il y a un vrai sujet de conscience quelque part, de comment on accompagne les clients là où ils en sont. Et je pense que c'est vraiment un sujet du collectif pour le coup. Bien sûr. De transformation. Ça en a déjà parlé, effectivement. Bien sûr, c'est un sujet collectif. Et plus on sera à œuvrer dans cette trajectoire, évidemment, plus ça résonnera. Et je dirais qu'il y a le fait de questionner l'inutilité, mais en particulier avec l'IA, qui est ma casquette à moi, il y a aussi maintenant la question de la négativité potentielle. On a parlé l'IA sur l'emploi, l'impact de l'IA sur l'emploi, c'est un sujet difficile qu'on peut adresser. Ça peut être une certaine négativité, en effet, mais moi je pense à des choses beaucoup plus insidieuses, de perte de responsabilité, de prise de décision mal éclairée, voire d'une certaine fainéantise intellectuelle dans certains cas. C'est potentiellement vachement insidieux, en fait, ce qui peut se passer dans les boîtes, quoi. Après, sur le côté développement informatique, c'est d'autres sujets, mais là aussi, il y a des conséquences sociales potentiellement assez importantes. Et donc, je trouve qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de l'inutilité, et il y a même maintenant, je trouve, le niveau de la négativité potentielle, du danger potentiel que peut représenter. Et je me demande s'il ne faut pas aller voir des DRH sur le sujet en ayant préparé notre copie au sein de Décence. Je trouve que c'est un bon chantier, vous l'avez suggéré tout à l'heure, mais j'aime bien ce chantier-là, moi. C'est celui que vous avez écrit en haut, hein? Oui. 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 Non, merci. Non, mais merci de nous encourager à ça. Mais on est plusieurs. Vous avez des questions? Sinon, j'enchaîne. Hein. J'ai juste un peu provoque, mais en me disant pourquoi pas aussi devenir le Green God des ESN, c'est-à-dire Green God, ils ont révolutionné le monde bancaire en décidant de flécher leurs investissements que vers des projets responsables, éco-responsables. Voilà, vous êtes assez puissants, même petits, mais ok, mais ils étaient tout petits, ils se sont démarrés de rien. Donc voilà, c'était juste pour poser ça. Je peux vous illustrer un tout petit peu ça, moi. À la faveur de la CEC, de ma feuille de route, de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les sphères d'impact, on a créé une offre dédiée au développement durable. Plus on a injecté du développement durable dans les autres. Mais quand même, aujourd'hui, on a le vent de face pas mal sur le premier. Et je suis bien content d'avoir les autres, pour être tout à fait honnête. Ce qui me permet, et ce qui nous permet aussi, de continuer à investir dans ce que je crois être bon et vertueux et intéressant pour l'avenir. Et donc ça, si j'avais coupé cette branche-là, je serais quand même bien emmerdé aujourd'hui et du coup, j'aurais pas la capacité de continuer à bosser et à investir sur l'autre. Donc, une question de résilience de modèle économique, j'ai pas honte de le dire, hein, je suis content de continuer à gagner de l'argent par ailleurs pour pouvoir continuer à investir avec eux.
crois que ma question m'a apporté quelques réponses à vos questions, j'ai l'impression. Typiquement, comment contribuer d'autres acteurs. Mais en fait, tout à l'heure, vous parliez que vous avez des clients comme Clarins, qui sont peut-être pas au courant ou au fait de ce que le numérique provoque sur le vivant. Je me disais peut-être que si vous aviez des éléments contextuels à partager auprès d'eux pour justement intégrer vos parties prenantes, parce que vous parliez de chaîne de valeur, mais j'ai pas entendu. Enfin, j'étais pas là ce matin, mais je suppose que dans la chaîne de valeur, la prise de décision, les clients font partie. Enfin, c'est le meilleur moyen de faire du business, selon moi. De leur parler justement de cet impact, qu'il soit carbone, eau, biodiversité, enfin les 9 limites planétaires, et d'essayer de les sensibiliser là-dessus. Et en plus de ça, ça pourra donner plus de sens aux développeurs ou aux gens qui font de la MCO chez vous. Alors en fait, tu ne fais pas que de la gestion de systèmes d'information, mais tu contribues aussi à préserver le vivant. Et alors ça passe par plein de différents ateliers de fresques il y a plein aussi je sais, il y a des logiciels qui permettent au quotidien, vous parliez de Sator tout à l'heure pour essayer d'avoir une meilleure compréhension technique. Et je pense que un fournisseur d'IT peut apporter ce type d'expertise auprès de ses clients et en plus, ça les intéressera. C'est une très bonne proposition et c'est exactement ce qu'on a fait. On a créé un bureau d'études qui fait des bilans carbone, qui trace ensuite des trajectoires et des plans d'action. On a créé un logiciel qui s'appelle Equio, qui est présent ici, qui permet d'organiser et de planifier quelque part la trajectoire de réduction de l'empreinte carbone, mais pas que, avec la CV, avec un certain nombre de choses, et notamment la CSRD, feu la CSRD, d'avoir un certain nombre de choses qui sont de la stratégie de l'entreprise. On a offert à Clarins, pour sa première commande chez nous, une fresque du climat au COMEX, une fresque du numérique aux équipes IT, et on a enchaîné avec un schéma directeur bas carbone, donc comment remettre le numérique sobre à l'intérieur de Clarins une fois qu'on avait fait ces différentes fresques avec eux. Donc c'est effectivement ce qu'on a fait et merci de le mettre en exergue comme ça, mais c'est tout à fait la démarche qu'on a souhaité faire et entreprendre. Et comme Laurent le disait, je suis content d'avoir d'autres secteurs d'activité que cela, parce que autant jusqu'à, on va dire, le 26 février, il y avait un certain nombre d'agitation et de phosphore sur les sujets de CSRD et de développement durable. Autant depuis, ça s'est beaucoup calmé. On a le vent de face un peu sévère qui vient à la fois de l'ouest et à la fois du nord. Donc ça fait partie des sujets qu'on pousse. Mais aujourd'hui, vous allez voir un client et vous lui dites « Ok, alors d'abord, je vais t'expliquer comment le numérique impacte ta chaîne de valeur. Ensuite, je vais t'expliquer comment tu dois redesigner ton business model pour être moins impactant et les externalités négatives les réduire. » Il faut déjà un sacré niveau de confiance du client pour vous adresser à votre prestataire de services numériques pour aller lui dire ça. Et donc, c'est là où il y a un sujet de comment on entre en relation avec les décideurs. C'est pour ça que la CEC est aussi extraordinaire, c'est qu'elle embarque les dirigeants. C'est pour ça que quand vous faites une fresque du climat avec le COMEX d'une boîte, vous discutez avec le DAF ou le DG et vous êtes passé par le U, en théorie, ça se passe mieux après. Mais il faut d'abord que nos clients acceptent ça. Et on n'est pas idéalement placé, on va dire, dans la chaîne de valeur en tant que prestataire de services numériques pour aller challenger le business model de nos clients. C'est vrai, vous parlez de CSRD, il y a aussi le vent de l'Est. Ouais. La CSRD s'est mise en place en Chine. Bien sûr. Donc il y a, à mon avis, beaucoup de clients qui... Quand vous avez un monopole avec une décision unilatérale de quelqu'un qui dit c'est comme ça ou sinon tu meurs, ça va beaucoup plus vite. Après, est-ce que ça durera? Mais bien sûr, l'exécution militaire de la Chine nous laisse tous pantois. mais globalement, c'est assez peu partagé. Ils font beaucoup de choses sur la transition écologique avec une certaine efficacité, ils n'en parlent pas beaucoup. Et oui, ils ont pris beaucoup de parts de marché et ils sont bien en avance sur beaucoup d'autres. Ils continuent à polluer néanmoins, hein, c'est pas, ils ne sont pas totalement neutres en carbone, mais ils ont fait beaucoup de choses, effectivement. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup.